Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Christian Seiz, vice-président de la Chambre correctionnelle de Rennes. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur, approchez, je vous prie. Victime, monsieur et madame Lair. Bonjour monsieur, vous êtes... Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes monsieur David Lair et madame Annick Giraud, épouse Lair. Bien. Monsieur, vous comparaissez ce jour devant le tribunal en exécution d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction de cette même juridiction en date du 11 juin 2009, au terme de laquelle il vous est reproché d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Manon Lair, fait prévu et puni par les articles 221.6, 221.8 et 221.10 du Code pénal. En ce qui concerne l'enfant, donc Manon est née le 29 avril 2001. Elle est décédée le 17 mars 2002, quelques jours après une opération importante, à laquelle vous n'avez pas pris part, votre intervention étant antérieure. Je vais donc reprendre les éléments d'ordre chronologique, et puis ensuite, vous aurez évidemment la parole pour dire ce que vous avez à dire et pour répondre aux questions qui vous seront éventuellement posées. Donc l'accouchement a lieu le 29 avril 2001. À ce moment-là, vous intervenez en tant que médecin pédiatre 4 ou 5 jours après l'accouchement. Donc le 3 mai 2001, vous constatez que l'enfant a un souffle au cœur. Vous faites pratiquer des radios pulmonaires et un électrocardiogramme et vous conclurez notamment souffle au cœur sans gravité gradué à 1/6, cœur RAS, pas d'insuffisance cardiaque. On va se rendre compte par la suite que cet enfant souffrait de différents problèmes, une pathologie complexe, parmi lesquels notamment une inversion des organes, c'est-à-dire que le cœur au lieu d'être à gauche était à droite, l'estomac était également déplacé et le foie n'était pas non plus à sa place normale, entre autres. En tout cas, vous allez revoir l'enfant le 29 mai 2001, c'est-à-dire 26 jours plus tard, visite du premier mois. Vous conclurez que tout va bien. Et ensuite, Manon va être suivie par le docteur qui est le médecin traitant de la famille. Manon sera opérée les 12 mars et à nouveau le 13 mars 2002. Et elle décédera 4 jours après, le 17 mars. Voilà. Alors, on a fait intervenir différents experts qui, dans le milieu professionnel, passent pour des gens plutôt autorisés. La première expertise, c'est celle du professeur Roda et du docteur Lefebvre. Et c'est en particulier lui qui va expliquer dans son expertise, à la page 6, il va dire le docteur dans son compte rendu manuscrit de la fiche de liaison, bloc maternité, a porté sur son commentaire le sigle D, en D majuscule, avec une flèche se rapprochant du D. Le docteur, en regardant le cliché radiographique, a dû penser qu'il y avait une inversion de la lettre D, de sorte qu'il a regardé le cliché radiographique à l'envers, en positionnant le thorax dans le sens où il est habituel de le voir, c'est-à-dire le cœur dans la cavité thoracique gauche. Donc ce que lui dit, selon lui, c'est que vous avez lu la radio à l'envers et que vous avez pensé qu'il y avait une erreur au moment de la prise du cliché, qu'on avait mis droite à la place de gauche, inversement, raison pour laquelle vous avez porté ce petit signe. Voilà. Alors, il y aura une discussion sur ce point-là. En tout cas, ces conclusions sont les suivantes, c'est la cote des 55. La prise en charge par le docteur nous semble relever d'une défaillance fautive. Il s'agit d'une négligence par omission, car il a examiné à plusieurs reprises l'enfant et, dès la naissance,
En particulier, devant le cliché du 3 mai 2001, il devait prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant ait un contrôle échocardiographique, soit avant la sortie de la mère et de l'enfant, soit dans un délai rapide. Ceci aurait permis un diagnostic immédiat. Néanmoins, le pronostic de cette cardiopathie était extrêmement réservé et rien ne permet d'indiquer qu'une décision précoce était à même d'assurer la survie de l'enfant. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire, des explications à fournir? Comment vous voyez les choses? Vous savez, les consultations postnatales précoces sont à 4 jours, juste dans les 8 premiers jours, très importantes pour les pédiatres, pour dépister les anomalies qui doivent être transférées ou qui sont très graves. Notre problème à nous, à l'hôpital de c'est de dire, est-ce qu'on doit transférer dans les 8 premiers jours à Rennes pour faire une écho ou une prise en charge cardiaque et chirurgicale? J'avais les échographies prénatales normales, j'avais un enfant normal, un enfant qui allait bien, sauf un souffle de bas grade qui évoque une anomalie peu importante a priori. La radio pulmonaire a été faite, elle a montré un cœur qui était avec un positionnement à droite, une pointe à droite. Donc, en mon âme et conscience, moi, je me suis dit, il y a un cœur à droite, il y a un poumon un peu chargé, je revois à 1 mois. On est habitué à agir par étapes et de façon progressive. Un diagnostic, ce n'est pas un diagnostic clé comme ça, où on va par étapes, que vous. Et à 1 mois, j'ai eu un parasitage. Un parasitage qui était embêtant, c'était que le dossier qui devait être sur mon bureau n'était pas sur mon bureau. Je l'ai demandé. Pour l'avoir très rapidement, il n'était pas là. Et donc, c'est là où j'ai demandé à Madame Lair de revenir à 2 mois, tout naturellement, puisque je n'avais pas le dossier. Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, l'inversion de l'emplacement des organes, à la radio, vous l'avez vu. Non, là, j'ai vu, pas l'inversion des organes, l'inversion d'un organe. Ouais. Qui était le cœur, et quand le cœur est à droite, il se met au milieu, mais avec une pointe à droite. Donc vous nous dites aujourd'hui, quand je fais la radio le 3 mai, c'est-à-dire 4 jours après la naissance, je vois bien qu'il y a effectivement un cœur à droite et pas à gauche, mais... C'est banal. Enfin, c'est banal. C'est pas banal. C'est pas banal, mais c'est une chose que j'ai vue, une chose qui existe, et tu es tout à fait isolé. Et dans ce genre de situation en temps ordinaire, vous vous contentez uniquement de ça ou vous ne faites pas des vérifications complémentaires ou... Alors, la confirmation, j'ai demandé une confirmation et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une radio confirmée. J'ai demandé à mes infirmières d'aller faire confirmer ça par le radiologue. Et c'est là où je devais revoir cette radio au 1er mois. Et c'est là où le dossier n'existait pas. Oui, parce que l'autre problème, c'est qu'effectivement, quand vous revoyez l'enfant 26 jours après, vous allez le voir, mais vous n'avez pas le dossier médical en main. Voilà, je ne l'ai pas eu ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'ai mes secrétaires qui l'ont peut-être repris pour faire autre chose. Moi, je ne l'ai pas eu ce jour-là et je l'ai redemandé. Alors, l'autre question qui se pose, vous semblez dire que en fait, ça aurait été bien que vous puissiez continuer à avoir cet enfant, mais la maman a décidé autrement. Du coup, après, il y a eu une interruption et puis vous n'avez pas eu de suite. Vous n'avez pas reçu de courrier du médecin qui a vu l'enfant après vous, non. En disant c'est moi qui le suis maintenant, envoyez-moi le dossier médical. Non, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Je ne peux pas vous dire que j'ai reçu quelque chose. J'ai rien reçu du tout. La seule chose qui est importante, c'est que j'ai mis sur mon dossier à revoir à 2 mois. Parce que quels sont les signes de pathologie qui doivent nous faire induire en urgence à 1 mois, 2 mois? Premièrement, on ne prend pas de poids. C'est un enfant qui prend 100 grammes au lieu de prendre 800 grammes ou 600 grammes. Deuxième chose, il est polypnéique. Il respire très rapidement. Troisième chose, il est cyanosé. Il est bleu. Ah non, il n'y avait pas tout ça. Donc il n'avait pas tout ça. Alors donc, en clair, notre expert, le professeur Roda et sa collègue, quand ils disent que vous avez lu la radio à l'envers, ils sont plantés. Oui. J'ai 2 questions à poser à ce niveau-là de débat. Avez-vous dit aux parents, à un moment ou à un autre, que l'enfant avait un petit souffle au cœur? Ah bah oui. D'accord. Deuxièmement, leur avez-vous dit que l'enfant avait le cœur à droite et pas à gauche? Non, j'ai jamais dit que le cœur était à droite. Là, ça, on a du mal à comprendre.
on est habitué ici devant ces juridictions, que ce soit au pénal ou au civil, à avoir effectivement de temps en temps des affaires de responsabilité médicale et autres, etc. Et tout. Et il y a quelque chose qui est énormément discuté, c'est ce qu'on appelle l'obligation d'information, si vous voulez. Et votre expérience a dû vous apprendre que, bien, quand on voit un patient, un enfant ou un adulte un jour, on n'est pas sûr de le revoir après, parce qu'effectivement, les gens peuvent du jour au lendemain changer de médecin. Ça arrive assez régulièrement. Ouais, mais là, j'ai jamais pensé que madame... Oui, et donc, si vous voulez, vous imaginez bien que pour des parents, partir de chez le docteur pour aller chez le docteur Dupont ou Durand, peu importe, avec l'information qu'il y a un cœur à droite, ou partir sans l'information qu'il y a un cœur à droite, ça fait une sacrée différence dans la prise en compte, je dirais... voilà, des risques et des surveillances à effectuer. C'est quand même une information qui n'est pas banale. C'est, si vous... Enfin, moi, je vous dis encore que j'agissais par progression, puisque j'avais l'habitude... Oui, vous étiez dans l'idée que vous alliez revoir cet enfant régulièrement. Évident. On a bien compris. Évident, et par progression, parce que dextrocardie, pour moi, elle n'était pas une chose, je dis bien une chose, banale. Mais c'est une chose qui existait, oui, que j'avais déjà vu. Il y a des gens qui vivent très bien qu'un cœur à droite, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le risque d'anomalie chez quelqu'un qui a un cœur à droite n'est pas plus élevé que chez quelqu'un qui a un cœur à gauche? Pour le pourcentage est de l'ordre peut-être de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs isolés, il y a des dextrocardies isolées ou des situs avertus qui sont tout à fait... dans les 50% à peu près, donc ils ne sont pas du tout pathologiques. La seule chose, c'est que moi, je reviens sur la notion de protocole aussi. Je n'ai pas de protocole de cœur à droite dans mes protocoles, j'ai le protocole du souffle cardiaque. J'ai agi sur la notion du souffle cardiaque que je persistais à continuer à faire des examens complémentaires. Et donc, au moment même où j'ai pris cette décision de faire revenir à 1 mois, j'avais des échographies prénatales qui disaient qu'il n'y avait pas de situs inversus, qui disaient qu'il n'y avait pas de communication auriculo-ventriculaire, qui disaient qu'il n'y avait pas de retour veineux pulmonaire anormal, qui disaient que c'était des échographies prénatales normales. La première chose... Quand vous nous dites ça, vous voulez dire, c'est important, hein, que vous vous fiez aux commentaires qui avaient été faits par le médecin ou que vous avez regardé vous-même ces échographies? Je me fie aux commentaires. D'accord. Je suis obligé. Mais vous voyez, c'est ça un peu, mais bon, on est habitué à ce type de difficulté, c'est que les uns se fiant aux constatations des autres, on arrive à une situation où du coup on va manquer tous à tour de rôle de vigilance, parce qu'effectivement, à un moment donné, peut-être que c'est l'excès de confiance, ou je ne sais pas comment l'appeler, peu importe d'ailleurs, va faire obstacle à un peu plus de curiosité. Ce qui est étonnant dans ce que vous dites aujourd'hui, mais bon, vous en expliquez par ailleurs, c'est que vous nous dites en clair, moi j'ai focalisé essentiellement sur le souffle au cœur, alors que vous aviez quand même par ailleurs un cœur qui n'était pas placé normalement. Et donc l'existence de 2 facteurs à risque, à savoir 1, souffle au cœur, 2, cœur placé à droite ou au milieu, comme vous voudrez, n'aurait-elle pas dû justifier plus de précautions? Voilà. Alors, c'est là où je fais revenir l'enfant pour faire cette échographie cardiaque qui allait se faire entre 1 mois et 2 mois, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est ce qu'on a l'habitude, puisque j'avais mes protocoles donnés. Oui, je comprends bien les protocoles, vous avez raison, mais c'est ce que je fais, c'est ce qu'on utilise. Non, mais c'est important, on est d'accord, c'est important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que sur les conclusions, excusez-moi, avez-vous d'autres choses à dire ou d'autres précisions à apporter? Alors, est-ce qu'on peut, parce que à un mois, Manon n'était pas mise en danger. Ça veut dire que l'écho à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois aurait pu avoir lieu. Ce qui est important, c'est de voir cliniquement comment ça s'est passé après, quand même. Parce que après 2 mois, je n'ai pas revu Manon.
Et après 2 mois, il y a eu manifestement des signes cliniques qui faisaient augurer d'une pathologie derrière. Il y avait des sueurs. Les sueurs typiques notées par la nourrice étaient des signes de polypnée avec des passages sûrement d'insuffisance cardiaque. Il y a eu le souffle cardiaque persistant. À ce moment-là, on est devant un souffle cardiaque persistant pendant 9 mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. J'ai un souffle persistant, j'attends, j'ai des sueurs, j'attends. Vous aviez été entendu par le juge d'instruction, je crois de mémoire, sur les conclusions du professeur Roda. Vous aviez déjà dit à l'époque que vous aviez bien vu la radio dans le bon sens. Et que, si vous voulez, vous avez une radio, maître? Non, je peux vous montrer. Il y a un désaccord là-dessus, voilà, il y a un désaccord. Entendu. Oui. Mais monsieur Roda, ah oui, par rapport au droit-gauche de monsieur... Alors là, je comprends pas qu'il puisse acter sur ça, parce que bon, c'est vrai que c'est pas... Je l'ai mis parce que j'ai trouvé. Sinon, on met pas, quand on met compte rendu de radio, de toute façon, j'ai jamais mis sur le compte rendu de radio, radio normal. Mais j'ai mis sur la radio, dans mon dossier de liaison, on met pas habituellement droite-gauche, on met s'il y a quelque chose. Je l'ai mis, et la flèche, parce qu'il y avait quelque chose. D'accord. D'autres questions? Monsieur le procureur? Quelques questions à poser au docteur. Il y a une fiche de liaison. Vous avez indiqué que le sigle, un D avec une flèche, c'est une pièce qui est au dossier, c'est la pièce D3, veut dire pointe du cœur à droite. J'ai noté que dans les mentions qui sont de votre main, vous utilisez des termes médicaux de façon non abrégée, et que curieusement, le sigle D avec une flèche, dont vous nous dites ça veut dire pointe à droite. Ouais. Aucun des médecins qui a été entendu le considère qu'il s'agit d'un terme de médecine normalisé. Parce que dans le vecteur cardiaque est une flèche. Bon, dans l'électrocardiogrammes, on a un vecteur, une flèche, et c'est très souvent, nous mettons une flèche pour indiquer l'axe dans lequel est le cœur. Et donc là, j'ai mis pointe à droite, comme ça. Vous n'avez pas marqué pointe à droite, c'est un D avec une flèche. Bon, mais en langage, pour un simple particulier, je veux dire que quand j'ai vu D avec une flèche, pour moi, ça veut dire inversion. C'est classique. Et le docteur Roda et le médecin, je crois que c'est le docteur Lefebvre, qui a une spécialisation en cardiologie, n'ont pas vu ça comme un sigle normalisé. Ils y ont vu une manifestation d'une inversion. C'est-à-dire que vous avez considéré qu'il y avait une erreur de la part du radiographe et vous avez inversé. C'est plutôt ça que cela veut dire. En tout cas, ce n'est pas un sigle normalisé. Ce n'est pas un sigle normalisé, mais en l'occurrence, ça voulait dire ça pour moi. Pour vous? Mais une fiche de liaison, c'est pour permettre éventuellement à un autre médecin de reprendre un dossier avec des notes manuscrites et de pouvoir travailler à partir des notes manuscrites. Ce n'est pas uniquement votre pense-bête à vous. C'est une fiche collective où chacun porte des mentions. Vous êtes le seul pédiatre à l'hôpital? Non, nous sommes 3. D'accord. Imaginons qu'il vous arrive un accident et que ce soit un autre pédiatre qui reprenne le dossier, qui travaille à partir de la fiche de liaison. D avec une flèche, ça ne veut pas dire quelque chose de très précis. En l'occurrence, l'enfant devait revenir avec moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Je peux pas vous dire mieux. Je n'ai pas d'autres questions. Et juste avant de donner la parole aux autres intervenants, pour la clarté des débats, on vous pose beaucoup de questions précises, mais si vous n'en souvenez pas, vous nous le direz. Tout à l'heure, quand je vous ai interrogé sur la manière dont vous aviez considéré les documents établis par le médecin gynécologue donc, qui avait suivi la maman, vous avez dit que vous aviez consulté effectivement uniquement les comptes rendus écrits. Dans le dossier que vous avez reçu du gynécologue, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, aviez-vous ou n'aviez-vous pas de clichés échographiques? J'avais des clichés échographiques venant du docteur Lefebvre, qui était... Les clichés échographiques que vous aviez, c'est ceux du docteur Lefebvre, donc qui était le médecin gynécologue accoucheur, on va dire. Bah oui, qui fait les...
D'accord. Donc dans le dossier que vous a envoyé la gynécologue qui avait suivi la maman pendant sa grossesse, il n'y avait qu'un compte-rendu écrit, il n'y avait pas de cliché. C'est étonnant ça quand même. En général, vous savez, ils aggravent tout, on en donne un exemplaire aux parents pour qu'ils gardent comme souvenir. Le reste, on l'aggrave. Ça n'aurait strictement rien changé. Non, mais c'est juste pour... La question, c'est important, si vous voulez, de savoir quel type d'informations vous ont paru importantes, vous, et à quel type d'informations vous avez pu avoir accès. C'est un des critères que nous devons prendre en compte pour éventuellement évaluer votre éventuelle responsabilité. Donc c'est une question importante parce que dans les documents qui ont été soumis aux experts qui sont intervenus, il y a effectivement un C numéro 7, il y en a un autre d'ailleurs, qui contient un enregistrement vidéo et des clichés échographiques pris durant la grossesse de Madame Lair. Moi, j'ai pas eu ces documents et vidéos. D'accord. Est-ce que c'est vous qui les aviez remis au juge d'instruction, non? Oui, d'accord. C'est vous qui les aviez, ceux-là? La cassette, le dossier, la cassette... La cassette vidéo de la gynécologue, oui. Comme vous dites, quand on va voir, enfin à l'époque, ça se faisait, qu'on allait voir les visites. Oui, ils vous en mettaient un exemplaire, mais pas tout, quoi. En souvenir, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Et on a le dossier, on a le suivi des échographies aussi, comme il me semble. Bon. Donc vous avez les échographies du médecin accoucheur de l'hôpital, mais vous n'aviez pas celle... Non, de la partie morphologique. Celle-là, vous ne l'aviez pas? Non. Est-ce que vous confirmez, madame ou monsieur, celui qui pourra ou voudra répondre, que c'est bien vous qui aviez récupéré, à l'issue de cette consultation du 3 mai, les radios pulmonaires? Alors, je vais vous expliquer, en fait. J'ai découvert, moi, après le décès de ma fille, en fait, comme j'étais très, très révoltée, en fait, c'était assez dur à encaisser, que dans les papiers, j'avais la radio, mais je ne le savais pas. Et sans aucun autre compte-rendu. Donc je l'avais, mais je ne le savais pas. Il n'y avait pas de compte-rendu. Comprenez, madame, il ne s'agit pas du tout de vous mettre en cause. Voilà, c'est simplement pour qu'on puisse confirmer les éléments. C'est important de savoir, parce qu'effectivement, plusieurs personnes se sont interrogées sur l'absence de ces clichés. Après, la question, c'est à nous de l'apprécier, c'est de savoir s'il fallait faire des investigations pour les rechercher ou pas. Mais donc, vous confirmez bien que, à l'issue de cette visite, c'est vrai que, dans les conditions, on vous a dit c'est peut-être le service ou peu importe. Vous êtes reparti avec quoi? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je l'ai su au décès de Manon, que j'avais les radios quand ils se posaient la question où elles étaient. Voilà, d'accord. Donc ces radios pulmonaires du 3 mai dont il a été beaucoup question, c'est effectivement, on vous les avait données en quittant l'hôpital. Sans rien, voilà. Qu'on ne nous dit rien. Non, mais c'est notre premier enfant, donc on a fait confiance, on a pris les papiers, on n'a pas regardé et voilà. D'accord. Mais en tout cas, elles n'ont pas été égarées. Non, elles ont été mises dans notre dossier. Est-ce que vous m'autorisez à poser une question sur ce point, Monsieur le Président? Vous pouvez m'en poser plein si vous voulez, maître. Il n'y a pas de problème. Sur ce point précis, parce que... Oui, si vous voulez. Simplement, qui leur a remis cette radio? Est-ce qu'ils s'en souviennent? S'ils ne s'en souviennent pas, c'est pas... C'était notre premier enfant, donc nous, on m'a donné des papiers, des documents avec le carnet de santé. J'ai rangé à la maison et j'ai fait confiance. Je me suis dit, bon, c'est le carnet de santé, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait dedans. J'ai rangé dans les archives. Et je me suis plus occupée de mon enfant que de savoir ce qu'il y avait comme papier, puisque de toute façon, on m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, donc moi j'ai fait confiance. Donc j'ai pas. Vous voyez sur le carnet de santé. J'aurais jamais dû les avoir dans les mains, voilà. On n'aurait jamais dû les avoir dans les mains, ou sinon, avec un compte rendu, il en aurait signé le fait qu'on les avait. Comme vous dites, à ce moment-là, où est le compte rendu? Parce qu'on avait la radio, mais il y avait bien un compte rendu. Non, mais il n'y a pas eu de compte rendu de commentaires de radio de fait devant vous, c'est clair. C'est contesté par personne. Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de la part d'un chef de service, au lieu de se poser la question où sont les radios, où sont le dossier, le jour où il m'a vu avec ma fille et le jour de c'est à moi, ça n'aurait pas été plus judicieux d'un chef de service qui a 30 ans ou 20 ans d'expérience de se redire j'ai pas le dossier, je refais des examens. Ça aurait été Madame, non mais voilà, les questions ont été posées. Voilà, c'est ce que... D'accord. Des questions à partir du moment où vous ne donnez pas à la famille l'information ou une information complète sur les risques d'un souffle au cœur, qu'est-ce qui vous garantit que les parents vont faire un suivi particulièrement important si ce n'est pas avec vous? Si vous êtes le seul qui avait cette information? Il n'y avait pas les seuls, parce qu'il y avait déjà le bilan de souffle cardiaque qui était marqué, qui existait, ce souffle cardiaque dans le carnet de santé. Je n'étais pas le seul à m'avoir mis, j'ai mis bilan de souffle cardiaque. Si le médecin qui suivait cherche un bilan de souffle cardiaque, s'il n'avait pas une conclusion, la conclusion, il ne l'avait pas eue, et c'est lui, il ne l'a pas faite, il n'a pas demandé.
Pour ce qui est de l'information aux 8 premiers jours, j'avais insisté sur le fait aussi qu'on pouvait avoir un essoufflement, qu'on pouvait être essoufflé, qu'on pouvait être bleuir, qu'on pouvait avoir des ennuis, qu'il fallait revenir. Ça, c'était les conseils habituels que l'on donne lorsqu'on a un souffle. Bon, ce sont les conseils de dégradation clinique. Les dégradations cliniques sont des dégradations qui nous entraînent vers des investigations complémentaires. Ces informations ont été données. Oui, pardon. Je trouve une question, une confirmation, parce que je voudrais quand même que ce soit bien clair. Est-ce que le docteur peut confirmer ou pas que la dextrocardie en soi n'est pas une pathologie qui nécessite des investigations particulières? Ou est-ce que je n'ai pas compris? Si, ça nécessite des investigations particulières, mais non immédiates. Moi, j'ai considéré que ce souffle cardiaque, cette dextrocardie, ne mettait pas en jeu la vie, ne mettait pas en danger, je dis bien en danger, le fait que je décale l'échographie. Oui, c'est mon opinion, je ne peux pas revenir là-dessus, parce que c'est la vérité, c'est ce que j'ai pensé et c'est ce que j'ai fait. Et j'aurais été négligent si, à 1 mois, Manon était décédée. Oui, j'aurais été négligent si, à 2 mois, Manon était décédée. Oui. Mais je n'ai pas... J'ai fait ça cliniquement, avec les moyens que j'avais, et en respectant mes protocoles que mes collègues et moi, nous avions fait sur... Il y a des questions pour la partie civile, maître? Oui, j'ai une question à poser effectivement au docteur. Lorsque le docteur a vu dans les premiers temps l'enfant Manon, il a apposé sur le carnet de santé la mention cœur RAS. Pour moi, ça veut dire cœur, rien à signaler. Le docteur est en train de nous dire qu'il y avait quand même un souffle, qu'il avait vu effectivement une dextrocardie et il appose sur le carnet de santé cœur, rien à signaler. Du moins RAS. J'aimerais qu'il nous donne des explications là-dessus parce que c'est vrai que ça me paraît un coup gros. Je ne mettais pas cœur RAS, je mettais radio ou cœur RAS parce qu'il n'y avait pas de signe de gravité cardiaque. Moi, j'étais toujours dans le même diagnostic, dans la même logique. C'est-à-dire qu'il y avait un souffle, il y a un bilan de souffle cardiaque, mais le cœur RAS parce qu'il n'y a pas de signe de gravité cardiaque. Globalement, en tant que clinicien, je répète, mon objectif était de savoir si je devais aller ou non sur Rennes. C'est dans ce sens-là, pas de signe de gravité. D'autres questions? Oui, le carnet de santé est quand même, de la même façon qu'une fiche de liaison, un document qui suit l'enfant à travers les différents médecins qu'il sera amené par voir. Est-ce que le fait d'avoir effectivement marqué RAS à propos effectivement de radio du cœur, n'était-il pas quelque chose qui aurait pu induire en erreur par la suite les autres praticiens qui auraient été amenés à voir l'enfant et qui, et d'ailleurs la procédure le démontre, du coup n'ont jamais cherché, compte tenu de l'état de santé de Manon, à voir ce qu'il se passait du côté cardiaque, puisque visiblement il n'y avait pas de problème au niveau du cœur. C'est en tous les cas comme ça que ça a été interprété visiblement par les autres praticiens. C'est peut-être comme ça, mais je vous réponds non. Je vous réponds non parce que tout médecin sait très bien qu'une pathologie, ne serait-ce que cardiaque, est évolutive. Alors, c'est pas parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de signe de gravité qu'il ne va pas y avoir des signes de gravité à 1 mois. C'est pas parce qu'à 1 mois, vous n'avez pas de cancer qu'à 2 mois, vous n'avez pas, à 6 mois, vous n'avez pas autre chose. Et je vais dire que les signes de gravité, les pathologies sont des pathologies évolutives et tout médecin doit être attentif aussi dans les différents examens à voir les évolutions. Moi, j'ai essayé, j'ai fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de difficulté. Et là, paf, je n'ai plus l'examen de 2e mois, je n'ai plus la personne qui revient et je suis désolé. Bien. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Je suis pédiatre dans 30 ans. Je vois beaucoup de consultations. J'ai fait 3300 gardes. J'ai calculé mes gardes pour savoir combien j'avais fait de gardes.
Et donc, ce que je peux dire, c'est que je connais aussi la douleur des familles qui perdent un enfant. Ce que je peux dire, c'est que c'est difficile, c'est très difficile d'informer correctement. C'est très difficile. Moi, j'ai toujours essayé, avec un peu d'humanisme, et en faisant le moins de mal possible, d'informer progressivement. Et donc, dans ce cas de Manon, j'ai vraiment essayé d'informer progressivement, en disant, vous avez un souffle, on y va, on fait le bilan, on avance, et on y va. C'est difficile aussi de se considérer comme un acteur, quand les autres ont pris un acteur véritable, se sentir responsable lorsque les autres ont pris la charge. C'est-à-dire que quand mes collègues, il y a une chose qui est très importante, c'est cette notion de médecin traitant. Cette notion de médecin traitant, le médecin traitant d'après son code de déontologie, a le droit et les devoirs de rechercher et les antécédents. Et ça, bon, c'est vrai que certains médecins le font peu, et certains, le médecin, le font beaucoup. Et donc, quand on n'est plus acteur comme ça et que les gens, on n'a pas pu continuer l'action médicale, je dis bien l'action médicale, moi je crois que c'est très difficile de se sentir responsable. Et dans les choix successifs de mes collègues, ils ont fait des choix d'un non-souffle, de ne pas faire d'investigation devant des souffles persistants. Alors je ne comprends plus. Que je sois le seul, enfin personnellement, que je sois le seul ici, je ne comprends plus du tout, et me sentir et être le seul responsable d'un homicide qu'on dit involontaire, mais même si le mot homicide est insupportable pour nous qui sommes appelés à donner la vie. Il est vrai que dans ce dossier, il n'y a pas eu de mission d'expertise pour examiner le comportement du médecin traitant. Il n'y en a pas eu non plus d'ailleurs pour examiner le comportement du docteur Belli, à savoir s'il avait fait une bonne opération ou pas. Bon, c'est vrai, on est bien d'accord. Cela étant, maintenant, aujourd'hui, à ce stade-là, on n'est plus dans le cadre de l'instruction où effectivement vous, par votre avocat, pouviez demander des actes, etc., etc. On est maintenant saisi uniquement de faits vous concernant. Et ça n'est plus... on ne peut pas le remettre en jeu à ce niveau de l'enquête, si vous voulez. Voilà. Le tribunal est saisi. Vous me demandiez de ressentiment. Je vous explique, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème, mais je vous explique dans quel contexte on est là aujourd'hui. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, le tribunal vous remercie. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Avant qu'on vous donne la parole, maître, alors, est-ce que les parents souhaitent intervenir, dire quelque chose ou pas? C'est pas du tout obligatoire, c'est simplement vous avez la possibilité de le faire. Sinon, votre avocat va prendre la parole. C'est vrai que c'est dévastateur, parce que ça aurait dû se passer autrement. Même si l'aboutissant aurait pu arriver à son décès, la prise en charge de Manon et la nôtre auraient été complètement différentes et on ne serait pas arrivé à 9 mois et demi de vie. Comme ça, du jour au lendemain, tomber dans des hôpitaux en nous annonçant qu'elle était cardiaque, alors que monsieur savait dans sa tête qu'il y avait un problème, qu'il avait vu, qu'il ne nous en avait pas informé. Donc c'est vrai que j'ai du mal à mettre tout à bout et pouvoir comprendre qu'il ne se sent pas responsable. Voilà ce que je voulais ajouter, sincèrement. Monsieur, je vous oblige pas, c'est uniquement... Non, je sais pas. Non, t'as pas fait. Bon, voilà. Bien, je vous remercie. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames. J'assiste effectivement aujourd'hui Monsieur et Madame Lair, qui sont les parents de Manon. Madame Lair, peu de temps après le décès de sa fille, va se rendre au cabinet du docteur. Elle va lui expliquer effectivement ce qui s'est passé, lui apprendre le décès de sa fille et lui montrer la radio. Et là, ça ressort, entre autres d'un témoignage, elle a été accompagnée par sa belle-sœur ce jour-là. Il ressort du témoignage que le docteur est complètement abasourdi. Je retrouve des déclarations de la belle-sœur de Madame Lair qui dit « Il a été abasourdi en voyant qu'il y avait eu une erreur d'étiquette et qu'il avait vu ces images à l'envers sans détecter le situs inversus. » Et lorsque le professeur est auditionné, c'est là qu'on apprend que visiblement, il avait vu qu'il y avait une dextrocardie, mais que visiblement, il n'avait pas estimé pour l'instant opportun d'en informer les parents. Alors, soit il y a eu effectivement une erreur de lecture de la radiographie,
soit effectivement il y a eu une lecture correcte de la radiographie, mais qu'il a estimé souhaitable, préférable de ne pas informer les parents. Je considère dans les deux cas qu'il y a, à mon sens, une faute de la part du docteur. Lorsqu'on reprend les conclusions du docteur Roda, je me suis aperçue d'une chose, c'est que, et c'est en page 6 des conclusions de ce médecin, qui va regarder en fait la fiche de consultation du 29 mai 2001. Et à la fin de cette consultation du 29 mai 2001, le docteur, visiblement c'est son écriture, a marqué « revoir à 2 mois ou par médecin traitant ». Donc c'est quand même il a quand même envisagé la possibilité que finalement Madame Lair fasse suivre son enfant par la suite par son médecin traitant, qu'il ne soit pas revu par lui. Et il n'a à aucun moment, effectivement, indiqué à Monsieur et Madame Lair qu'il faudrait quand même faire des examens complémentaires, qu'il se pouvait que leur fille ait une pathologie grave, compte tenu de ce qu'il avait constaté sur la radiographie pulmonaire. Donc c'est en cela, effectivement, que je pense que le docteur a commis une faute caractérisée qui est susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Alors, je pense qu'il faut maintenant aborder effectivement les causes du décès de Manon. Alors, les médecins disent on ne peut pas savoir. Il y a malgré tout, et c'est là-dessus, et je reprendrai effectivement ce sur quoi s'est fondée Madame le juge d'instruction, il y a malgré tout des éléments dans le dossier qui amènent à penser qu'il y existe quand même un lien de causalité entre la faute du docteur et entre le décès de Manon. Il y a tout d'abord les propos de Madame Odile Giraud, qui a accompagné Madame Giraud est la mère de Madame Lair, qui donc a accompagné sa fille et son gendre lors des opérations et qui a assisté à divers entretiens, et entre autres à l'entretien qu'ont eu Monsieur et Madame Lair avec le docteur Belli. Et le docteur Belli, et je crois que c'est quelque chose quand même qui frappe, donc on s'en souvient parfaitement, surtout quand on est la grand-mère de l'enfant, le docteur Belli a très clairement dit « Manon aurait été opérée 2 mois plus tôt, c'était jouable ». C'est-à-dire que 2 mois plus tôt, effectivement, elle aurait eu des chances de survivre. Là, ce n'était plus le cas, c'était presque pratiquement trop tard, compte tenu du temps qui s'est écoulé et du retard dans le diagnostic. Donc voilà pourquoi nous considérons effectivement que la faute qui a été commise par le docteur a eu pour conséquence le décès de Manon. Et je vous demanderai effectivement de reconnaître la responsabilité du docteur d'entrer en voie de condamnation à son encontre. Alors, Monsieur et Madame Lair ont formé une demande de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral. Manon était leur premier enfant. Ils ont souhaité formuler une demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 € chacun, prenant en compte effectivement la jurisprudence dans ce type de dossier. J'ai également sollicité une indemnisation au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale d'un montant de 5 000 €. Voilà pour mes observations. Pour le reste, je m'en rapporterai à mes conclusions que j'ai fait viser par Madame le greffier. Voilà, je vous remercie. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je crois qu'il faut voir ce dossier, non pas dans le cadre d'une focalisation, qui a été la focalisation à l'instruction, à partir de fautes nécessaires. Il y a eu un décès, donc il y a eu faute. Et je crois que dans ce dossier, il faut voir aussi ce qui a fonctionné et avoir conscience que, plus que des fautes, nous avons eu effectivement des négligences, de la négligence, des dysfonctionnements et peut-être aussi quelques incompréhensions. Mais il y a aussi des bonnes décisions qui ont été prises par des personnels soignants. Il y a des décisions prises qui ne sont pas critiquables. Ou, si elles sont critiquées, c'est peut-être dans le cadre de ce qu'on appelle la prophétie de l'advenu. L'événement s'est déroulé, en regardant en arrière, il y a toujours quelqu'un qui pourra dire « Ben oui, si on avait fait ci, on aurait évité telle chose ». Si on veut une appréciation globale des dysfonctionnements qui ont pu intervenir, oui, il y a eu peut-être une négligence à un moment donné de la part du docteur. L'inversion du cliché, et c'est une négligence, avec une erreur de diagnostic simple. Peut-être qu'il aurait pu être un peu plus attentif à la disparition du cliché et s'intéresser
à savoir ce qu'il en était du suivi de l'enfant. Certes, mais nous serions encore en présence d'une négligence simple. Je pourrais m'intéresser aussi aux négligences du docteur qui, ayant nécessairement conscience par la production du carnet de santé de l'existence à la naissance d'un souffle au cœur et de la persistance de celui-ci par ses examens, de savoir s'il ne fallait pas faire quelque chose. Je ne pense pas que le docteur ait méconnu les intérêts de l'enfant. Il travaillait dans une situation matérielle donnée, il n'avait pas à sa disposition 24 heures sur 24 du matériel d'échographie cardiaque. L'hôpital est un hôpital de campagne et je ne vais pas discuter plus avant sur la situation des hôpitaux de campagne. Ils n'ont pas nécessairement les moyens en hommes et en matériel pour pouvoir immédiatement réagir à des soupçons. C'est le protocole qui a été établi en 2000 à l'hôpital par le service pédiatrie. On surveille. Il y a eu une surveillance qui a été mise en place. On surveille et ensuite, si on voit que la situation reste ou devient alarmante, on prend des mesures complémentaires, mais on fait procéder aux examens par l'hôpital de Rennes. Je crois que c'est ce qui avait été mis en place. Des choix des parents, mais qui sont des choix compréhensibles, ont fait qu'il y a une rupture du suivi par le docteur et qu'ensuite des négligences ont fait que le suivi qui s'imposait n'a pas été effectué de façon correcte. Mais là aussi, il s'agissait encore de négligence simple et je ne propose pas au tribunal ce jour un autre coupable que le docteur. Je demande au tribunal de regarder la chaîne d'éventuels dysfonctionnements qui ne sont pas constitutifs de fautes caractérisées au sens de l'article 121.3 du Code pénal. J'estime dans ces conditions. Indépendamment de la possibilité qui aurait été celle de sauver la petite Manon si le diagnostic difficile de la cardiopathie avait été fait beaucoup plus tôt, beaucoup plus précocement, je considère qu'il n'y a pas de faute pénale sanctionnable qui ait été commis par le docteur. Je demanderai donc au tribunal de le relaxer des chefs de la poursuite. Le tribunal vous remercie, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Oui, je vous remercie, monsieur le Président. J'ai bien conscience d'être dans une situation pas très confortable, parce que nous savons tous, évidemment, que la perte d'un enfant est quelque chose d'épouvantable et de pas naturel, et que, bien évidemment, ce que je vais dire dans mes explications ne va pas satisfaire les parents qui sont ici présents. Et je serai obligé de le faire quand même, parce que si la déontologie du médecin, c'est de soigner son patient, la déontologie de l'avocat, c'est de défendre son client. Qu'est-ce qui est reproché? Parce que, quand même, pour qu'il y ait homicide involontaire, il faudrait quand même que les éléments de l'infraction soient réunis, et qu'en particulier, il faudrait quand même qu'il y ait une faute caractérisée, ou bon, etc. Alors, où est la faute? On a la réponse dans le rapport de M. Roda, que je ne conteste absolument pas sur ce point, et les autres disent la même chose, grosso modo. L'erreur, ce serait de ne pas avoir déclenché immédiatement ou dans un délai rapide, dit-il, des investigations complémentaires, et en particulier une échographie, à partir du moment où il avait décelé le souffle au cœur, même léger, et décelé, ou pas décelé, c'est une des questions, mais en tout cas il aurait dû déceler la dextrocardie. C'est ça le reproche qu'il y a dans le rapport Roda. Et je voudrais évacuer, parce qu'à mon avis, ça n'a en réalité aucun intérêt, la question de la lecture à l'envers. Quelle importance ça a? Aucune. Parce que, encore une fois, la dextrocardie en soi n'est pas une pathologie, qu'on peut avoir une dextrocardie et vivre très bien toute sa vie jusqu'à 95 ans, et que donc c'est pas ça qui était inquiétant, c'était l'existence du souffle au cœur, c'était éventuellement la dimension anormale du cœur, et c'est cela qui devait déclencher des examens complémentaires. Et là-dessus, mon client ne le conteste pas. Ce qu'il conteste, en revanche,
C'était la nécessité de le faire immédiatement ou en urgence. Est-ce qu'il y a une erreur dans le degré d'urgence? Bien entendu. Si l'enfant avait été hospitalisé en urgence 1 mois après et qu'elle était décédée, là, on pourrait lui dire, franchement, là, vous avez fait quand même une sacrée erreur, parce que, bon... Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après, elle a été suivie, cet enfant, par d'autres médecins pendant 8 mois qui n'ont rien vu, rien dit, rien demandé. Et ceux-là, ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est quand même un peu paradoxal. Et a-t-on la réponse à cette question, y avait-il urgence ou pas? Eh bien oui, on l'a. Docteur a suivi l'enfant, dit-il, dès 22, depuis sa sortie de la maternité. Il a pris immédiatement la suite du docteur. Il dit qu'elle a une croissance normale jusqu'aux environs des 6 mois. Et le docteur qui a vu l'enfant le 15 juin 2001 et qui dit lui aussi, j'avais bien noté la persistance du souffle, mais il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Il ne dit pas, je ne me suis pas inquiété parce qu'il y avait marqué RAS sur le carnet de santé. Parce que quand même, c'est un petit peu énorme quand on est médecin de dire ça. Bon. Ça, c'est les deux qu'on suivi. Mais il y a mieux, on a l'avis d'un expert. Frémont, que dit-il? La cardiopathie en cause était parfaitement tolérée avant la naissance et pendant les premiers mois de la vie. Pendant les premiers mois de la vie. Lui, la dernière fois qu'il l'a vue, elle avait 1 mois. Aucun traitement médical ou chirurgical n'était indiqué avant plusieurs mois d'évolution néonatale. Je suis désolé, il n'y a pas d'erreur d'appréciation de l'urgence. Donc, voilà en ce qui concerne les fautes. Moi, je considère qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur de diagnostic, il n'y a pas d'erreur sur l'urgence et il n'y a pas de défaut d'information parce que tant que le diagnostic n'était pas posé, eh bien, on n'a pas à informer les malades sur un diagnostic, ou les parents, peu importe, sur un diagnostic qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore vérifié et sûr. Un mot quand même sur le lien de causalité, parce qu'à mon avis, c'est aussi un élément. Il y a un décès, y a-t-il une faute et y a-t-il un lien de causalité entre la faute et le décès? Alors on nous cite le témoignage d'un membre de la famille qui dit que Belli aurait dit que si on était intervenu 2 mois, c'était jouable. Si on veut savoir ce que pense M. Belli, on prend ses déclarations. Il a été interrogé 2 fois, dès 40, dès 81. Et là, c'est extraordinaire. Dans sa première déclaration, je suis convaincu, au vu de l'histoire clinique de Manon Lair, que l'hypertension pulmonaire fixée, causant la mort du patient, n'était pas la conséquence directe de sa maladie cardiaque. Et il dit la même chose dans sa 2e audition, dès 81. Il est impossible d'effectuer un lien de cause à effet entre l'âge auquel Manon a été opérée et son décès. La détection de cette maladie à la naissance n'aurait pu être bénéfique à Manon que si l'on considérait que sa maladie vasculaire pulmonaire était la conséquence de sa cardiopathie. Je ne peux pas me permettre de me prononcer sur les chances de survie de Manon en cas de prise en charge plus précoce. C'est impossible à dire de façon certaine. Il n'y a pas de lien de causalité. Et par conséquent, l'infraction n'est pas constituée et je ne peux pas vous demander autre chose que de relaxer purement et simplement le docteur. Sur les intérêts civils, vous maintenez vos conclusions sur la recevabilité de la... Merci, maître. Madame la greffière, il faut nous indiquer une date à 4 ou 6 semaines pour le délibérer. C'est toujours difficile quand on est sur le banc des parties civiles d'attendre, mais vous l'avez bien vu, c'est un dossier qui est complexe. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, d'analyser les arguments des uns des autres.
d'examiner les pièces qui nous sont soumises, etc. Et donc, pour ça, il faut du temps. Voilà. Donc, 10 juin, 14h. Donc, c'est ouvert, vous pouvez vous asseoir. Voici donc quelle est la décision du tribunal dans cette affaire. Le tribunal, sur l'action publique, renvoie des fins de la poursuite. Sur l'action civile, constate l'incompétence du tribunal correctionnel pour connaître des demandes d'indemnisation présentées par les parents. Alors, quelques éléments d'explication. Je regrette que M. soit absent aujourd'hui. Ça aurait été intéressant qu'il entende ce que le tribunal avait à lui dire. Nous avons retenu dans cette affaire que M. avait commis un certain nombre de fautes d'imprudence, mais que ces fautes n'avaient pas le caractère d'un manquement caractérisé au sens où la loi l'exige. En conséquence de quoi, il est relaxé. Voilà. Pas d'autres observations ? Bien. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Damien Vercamer. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.